Est-ce que vous aussi, vous avez des films qui sont à l'opposé de vos valeurs, mais que vous pouvez pas vous empêcher de kiffer? Pour moi, jusqu'à présent, c'était les films du Copverse de Rohit Shetty. Genre, c'est des films qui se passent dans le même univers, et où on suit des flics qui rendent la justice en foutant des grosses tatanes aux brigands. Alors, on est loin des rom-coms classiques de Bollywood où ça chante toutes les 2 minutes, mais si vous étiez sur internet il y a 10 ans, le premier doit vous dire quelque chose. Le dernier film de cette saga au moment où j'écris ce script, c'est Sooryavanshi. Qui se base sur de vrais attentats qui ont eu lieu à Mumbai, en Inde, en 1993. Sauf que dans le film, on reprend 30 ans plus tard, avec des terroristes qui reviennent pour finir le travail. Déjà, c'est un peu glauque parce que, on rappelle, c'est des attentats qui sont vraiment arrivés. Mais il y a un autre truc qui m'a fait tiquer. Alors, faut savoir que les terroristes, ceux de 1993 et du film donc, ils sont musulmans. En soi, ok, oui, les terroristes de 1993 étaient musulmans, mais le film a une manière bien à lui de montrer ça. ये हमारे आसपास हर जगह मौजूद थे और कोई भी हो सकते थे शायद आपकी बिल्डिंग का वॉचमैन या फिर आपके ऑफिस में काम करने वाला एक एम्प्लॉय Et en creusant un peu, j'ai découvert que c'était pas propre à ce film en fait. C'est juste un truc vachement commun depuis quelques années. Et pourquoi Bollywood déteste les musulmans? Alors pour beaucoup, Bollywood, c'est le cinéma indien. Mais en fait, pas du tout. L'Inde, c'est 22 langues officielles et des centaines d'autres éparpillées partout dans le pays. Du coup, il y a plusieurs cinémas différents en fonction des langues les plus parlées. Bollywood, c'est le cinéma hindi, et vu que c'est de loin la langue la plus parlée du pays, c'est aussi le cinéma indien le plus prolifique. RRR, par exemple, c'est pas Bollywood, c'est un film en Telugu, une des langues du sud de l'Inde. Du coup, l'industrie du cinéma Telugu s'appelle Tollywood. À ne pas confondre avec Tollywood, qui est le cinéma bengali, mais pas Dallywood, qui est aussi du cinéma bengali, mais du Bangladesh cette fois. Rien à voir. Bref, Bollywood donc traverse une phase un peu particulière depuis quelques années. Après des décennies de films sur le vivre ensemble et des rom-coms de 3 heures, dont 1 heure de chanson, on commence à voir arriver de plus en plus de films historiques, avec une vision de l'histoire assez spéciale. Là, on est carrément dans le révisionnisme. On se retrouve régulièrement avec des rois indiens qui défendent leur grande nation contre des envahisseurs musulmans. C'est sympa, c'est juste que l'idée même d'Inde n'existait absolument pas à ces époques. Au mieux, on avait plein de royaumes qui se foutaient sur la tronche et des fois étaient envahis par un voisin hindou, musulman ou autre. Mais faire ça permet d'ancrer l'idée que la lutte contre l'envahisseur musulman fait partie de l'histoire du pays. Et allez pas vous dire, c'est juste des films, on s'en fout, le roman national, ça se limite pas au papier en fait. Mais ça s'est pas arrêté à la réécriture de l'histoire médiévale. Depuis quelques années, on commence à voir apparaître des films qui réécrivent aussi l'histoire un peu plus récente. Comme Sooryavanshi. Non, parce que déjà, les prémices du film, c'est quand même les attentats de Mumbai de 1993, qui ont tué près de 250 personnes innocentes, je tiens quand même à le rappeler. Mais ces attentats, ils faisaient suite à des mois d'émeutes dans la ville, qui avaient été déclenchés par la destruction d'une mosquée du XVIe siècle par des nationalistes hindous l'année d'avant. Les émeutes ont tué plus de 570 musulmans et plus de 250 hindous, mais dans le film, il n'y avait pas trop de raisons, c'est juste parce que les musulmans, ils sont méchants. Et même si on passe beaucoup de temps à insister sur le fait qu'il y a des bons et des mauvais musulmans, खान साहब रिटायर हो चुके हैं लेकिन आज भी देश के लिए मरने मिटने के लिए तैयार हैं ये है हिंदुस्तान के मुसलमान que si tout le monde fait des efforts, on peut tous vivre ensemble, il passe aussi du temps à expliquer que les terroristes sont cachés parmi nous. Ça peut être tes voisins, tes amis, ton conjoint, et tu le sauras pas avant qu'il soit trop tard. Bon, le film oublie juste du contexte, mais ça change pas ce qui s'est passé au final. Par contre, il y a des films dont le seul but est de totalement réécrire l'histoire. Alors on va prendre 2 minutes pour parler de The Kashmir Files. Le film est censé revenir sur une insurrection qui a eu lieu au Cachemire en 1989. Alors, c'est une zone compliquée, concrètement elle est disputée par l'Inde et le Pakistan, et un peu la Chine au passage, et a été la raison de 3 guerres. Et donc, en 89, on a une insurrection armée soutenue par le Pakistan qui a mené à la fuite des dirigeants indiens de la région. Le conflit est toujours en cours, et on estime qu'au moins 40 000 personnes ont été tuées entre 1989 et 2018. Mais c'est surtout un moyen pour l'Inde et le Pakistan de se déstabiliser mutuellement
aux dépens des habitants de la région. Mais dans le film, on suit le petit-fils d'un des membres du gouvernement local de l'époque qui a dû fuir à cause des méchants musulmans qui crient Allah Akbar en tirant sur tout le monde. Et on nous parle carrément de génocide contre les hindous du Cachemire. और इस बार मामूली एक्सोडस नहीं था इस बार था génocide. Déjà, le film ouvre sur un gamin qui se fait tabasser par des adultes pour avoir simplement dit qu'il était fan d'un joueur de cricket indien, et après, c'est festival d'images traumatisantes. Vraiment, si vous n'avez pas le cœur accroché, je vous le recommande pas. On nous parle de guerre de civilisation, de grands remplacements par des conversions forcées. Ça, le film, il veut bien que vous le reteniez d'ailleurs. Et il le répète tout le temps. Et ironiquement, c'était aussi un des mantras de l'Inquisition espagnole. Le film prend aussi du temps pour expliquer que le Cachemire a toujours été un centre culturel méga important pour l'Inde, jusqu'à l'invasion des tyrans musulmans. Que Kashmir was the center of knowledge. अगर ये झूठ होता तो 1300 में Islamic tyrants कभी भी कश्मीर में invade नहीं करते. Et ceux qui demandent l'indépendance du pays, aujourd'hui, sont des terroristes. Ni plus, ni moins, des terroristes. Et le film sait ce qu'il fait. Il nous le dit même. झूठी खबर को दिखाना उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितनी सच्ची खबर को छुपाना है. Si on n'en parle pas, c'est les terroristes musulmans à gros gros qui vont imposer leur version de l'histoire et effacer toutes les souffrances des gentils hindous pacifistes. Et là, on parle quand même de bails qui sont arrivés en 1989. C'est l'année de ma naissance, c'est pas le Moyen-Âge. Ce film a généré près de 40 millions d'euros au box-office, pour un budget de moins de 2 millions. C'est le 3e plus gros score de 2022 pour un film en indie. Mais comment ? Pourquoi ? Le film a eu un petit coup de pouce de la part du gouvernement. C'est un film qui, évidemment, a été coopté, récupéré par le BJP, par Narendra Modi lui-même, qui donc en fait a même dit que c'était un film qui était d'utilité nationale et qui a pris cette initiative qui est prise de temps en temps sur certains films, c'est d'enlever, de détaxer les billets, donc les billets coûtent moins cher et donc c'est incitatif pour que les gens aillent voir le film. Le Bharatiya Janata Party, ou BJP, c'est le parti du président Narendra Modi, arrivé au pouvoir en 2014. C'est un parti nationaliste hindou. Et comme tous les partis nationalistes, leur problème, c'est les autres. En l'occurrence ici, les musulmans. Entre le discours ouvertement islamophobe ou les lois qui pénalisent majoritairement les musulmans, le BJP fait son possible pour leur compliquer la vie et faire comprendre à tout le monde que si l'Inde va mal, c'est leur faute. Mais c'est pas juste le fait d'un parti nationaliste sorti de nulle part. Le BJP, c'est la branche politique du RSS, l'Organisation nationale des volontaires. Une organisation nationaliste paramilitaire. Le RSS a été créé dans les années 1920 en réponse au colonialisme britannique, comme ça se faisait un peu partout dans le monde en fait. Et comme tous les groupes nationalistes de l'époque, l'idée c'était de créer une nation forte et indépendante autour d'une identité commune, ici l'hindouisme. Alors c'est une histoire un peu longue et compliquée, mais l'hindouisme, comme on en parle aujourd'hui, n'existait pas vraiment avant le colonialisme britannique. Et cette nouvelle religion servira de base à la création de toute une idéologie identitaire, l'hindutva. La base de l'hindutva, c'est l'Inde et la nation des Indiens. Les Indiens sont hindous, ergo, l'Inde est une nation hindoue. Donc si t'es pas hindou, t'es toléré et t'as intérêt à faire profil bas. Et pour arriver à ces fins, le RSS va s'incruster à tous les niveaux de la société, via des syndicats de travailleurs et d'étudiants, des conglomérats d'entreprises, des laboratoires d'idées ou encore des partis politiques. Tout ça, c'est ce qu'on appelle le Sangh Parivar, ou la famille du RSS en français. Et avec l'arrivée de Modi et du BJP au pouvoir en 2014, le RSS a encore plus de champ libre pour ses projets. Le résultat ? 90% des crimes de haine envers les musulmans qui ont eu lieu entre 2009 et 2018 sont arrivés après l'arrivée au pouvoir de Modi en 2014. Et si le RSS avait réussi à infiltrer presque tous les échelons de la société, un endroit qui avait été épargné jusqu'à présent, c'était le cinéma. Mais je parle au passé ici, parce que si les films comme The Kashmir Files gagnent en succès, c'est aussi parce qu'ils sont soutenus par le gouvernement. Modi et les autres membres du BJP ne manquent pas d'éloges pour ces films qui réécrivent littéralement l'histoire du pays. Là, par exemple, c'est Modi qui se sert du film The Kerala Story pour parler de la menace que représente Daesh pour les femmes indiennes. कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई
आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। La promo du film mettait en avant le fait que plus de 32 000 femmes de l'état de Kerala en Inde avaient été converties à l'islam et avaient rejoint Daesh. Le film se base très vaguement sur des témoignages de femmes qui ont effectivement rejoint l'état islamique, en insistant bien sur le fait que les femmes hindoues sont encore plus vulnérables que les autres. Parce que à Skip, Daesh envoie des gens laver le cerveau des jeunes filles dans les universités pour les convertir à l'islam. Et par extension devenir des terroristes. Oui, non, le film il s'embête pas avec ce genre de distinction. Hein. Le problème, c'est que même si effectivement, comme partout dans le monde, des personnes fraîchement converties ont été recrutées par des organisations terroristes, on est plus proche de la centaine de personnes de nationalité indienne, tous genres confondus, qui ont rejoint l'État islamique. Alors, c'était tellement gros comme mytho qu'ils ont dû le retirer de la promo du film quand même. Mais ça n'a pas empêché les membres du BJP de le reprendre par après. Hein. Et là, on touche à un autre délire du RSS, la théorie du grand remplacement. Alors, selon eux, les musulmans vont remplacer les hindous en se mariant à des femmes hindoues et en les convertissant. Genre legit, c'est dit comme ça. Hein. C'est la théorie du complot qui est beaucoup brandie en Inde, du love djihad, c'est-à-dire des musulmans qui séduiraient des indiennes pour les convertir à l'islam. Et voilà, c'est une espèce de grand remplacement romantique. Voilà, si je vais employer des termes absolument atroces et les accoler les uns aux autres. Et voilà, et ça brandit des chiffres qui sont complètement absurdes en fait. Ce chiffre de 32 000, même s'il est exagéré de ouf, à la base, il est censé correspondre au nombre de femmes converties, majoritairement par le mariage. C'est un truc qui est aussi repris dans The Kashmir Files d'ailleurs. Dans certains États tenus par le BJP, on a même donné du temps libre sur leur service aux policiers et aux autres fonctionnaires pour aller les voir. Genre, il y avait vraiment une mobilisation du gouvernement pour qu'un maximum de gens voient ces films. En parallèle, des films qui mettent en avant des personnages musulmans un peu trop positivement se tapent des campagnes d'appel au boycott sur les réseaux. Les membres des équipes de tournage sont menacés et des fois c'est carrément le gouvernement qui intervient pour limiter, voire empêcher la diffusion de films parce que jugés obscène. Par exemple, le film Pathan qui marquait le retour de l'acteur Shah Rukh Khan après des années de pause. Shah Rukh Khan qui est l'acteur avec la fanbase la plus dévouée du monde, vraiment, hein. Le film a fait un scandale de ouf auprès du BJP. Parce que... Je savais pas grand-chose du film avant la sortie, et comme souvent, en fait, c'est les chansons qui font office de bande-annonce, qui prévendent un petit peu le film. Et il y avait une fameuse chanson où Deepika Padukone faisait une apparition de quelques dizaines de secondes dans un maillot de bain sexy, couleur safran, et où elle avait un mouvement de danse assez sensuel à un moment. Et c'est voilà, quand on voit la scène, on se dit oui, bon, voilà, c'est Bollywood, c'est sexy, c'est dans les canons habituels. Sauf que ça a été instrumentalisé directement par les plus fous furieux du BJP, et puis même par les plus raisonnables du BJP, qui disaient que c'était une honte, c'était scandaleux. La couleur safran. La couleur safran, c'est la couleur de l'hindouisme et l'actrice est dans une tenue safran dénudée pendant qu'elle chante une chanson d'amour avec un acteur musulman. Donc, le but c'était d'humilier les hindous. Ça coule de source. C'était évident. Ah non mais je rigole pas, hein. Il y a eu des appels au boycott, des manifs, des gens ont attaqué des cinémas qui diffusaient le film. Genre l'équipe et les acteurs ils ont reçu des menaces de mort. C'est parti en sucette. Au point que certaines scènes ont dû être modifiées, voire retirées du film. Ouais, ils ont quand même réussi à garder la tenue safran par contre. Et vous voulez savoir la meilleure ? Tout ce scandale là, il est parti du clip qui allait avec la chanson titre du film, qui est sorti avant le film. Les gens sont partis en sucette et ont foutu un zbeul pas possible à cause d'un clip, même pas du film, parce qu'ils l'ont pas vu le film. Le film, lui, il est turbo-patriotique, hein. Le héros, c'est un mec des services secrets indiens qui sauve le monde. D'ailleurs, depuis 2021, le gouvernement a même le pouvoir de faire retirer son droit de diffusion à un film s'il y a cette plainte du public. Mais grâce à son succès, parce que la popularité de SRK dépasse encore le nationalisme, Pathan y a échappé. Le BJP a aussi réussi à faire retirer des films de Netflix et d'Amazon Prime, sous prétexte qu'ils insultaient la communauté hindoue.
majoritairement des rom-coms où un des protagonistes est musulman. Mais au-delà de l'idéologie, Bollywood est devenu un outil à part entière du BJP. Il y a littéralement un biopic sur Modi qui est sorti en 2019, année de sa réélection. Et encore, le comité électoral a réussi à faire repousser sa sortie à après les élections parce que c'était quand même un peu abusé. Non, j'ai pas réussi à regarder le film en entier. En vrai, c'est vraiment de la propagande bas du front comme j'en ai rarement vu. Il y a littéralement un segment où Modi, il part méditer dans la montagne avec un vieux sage. Non, vraiment, il y a rien qui va. Il y a rien qui va. D'ailleurs, je sais pas si vous vous rappelez, mais j'ai commencé la vidéo en parlant de... Là, c'est Akshay Kumar, l'acteur principal du film, qui fait une interview d'1 heure de Modi en pleine période électorale. Et c'est pas une interview sur son programme. हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं। Bref, vu comme ça, le gouvernement indien a l'air d'avoir la main complètement mise sur Bollywood. Et avec Narendra Modi qui vient d'être élu pour un 3e mandat en juin 2024, c'est pas prêt de changer. Ça devient de plus en plus compliqué de faire produire un film qui ne s'aligne pas avec l'Hindutva. Et les réalisateurs qui n'ont pas forcément envie de se voir menacés de mort pour des histoires de couleurs de vêtements ont de moins en moins d'options à Bollywood. Mais comme je l'ai aussi dit au début de la vidéo, Bollywood c'est qu'une des industries du cinéma indien. Et justement, de plus en plus de réalisateurs commencent à se tourner vers les autres industries épargnées par le BJP. Le succès de RRR à l'international a montré à tout le monde qu'il était possible d'avoir un cinéma indien fort en dehors de Bollywood. Le film a engrangé plus de 170 millions d'euros à travers le monde et a pété plusieurs records, notamment en devenant le 3e film le plus rentable de l'histoire du cinéma indien. Les cinémas du Sud font des blockbusters aussi, font mais qui sont plus ambitieux déjà formellement. Moi, je trouve que formellement, les cinémas de Telugu et Tamoul, donc Tollywood et Kollywood, ont dépassé Bollywood. Ils lui ont mis une grosse distance, tant en termes d'effets spéciaux, de mise en scène, que d'écriture, que de montage. Résultat, Tollywood, le cinéma Telugu, et Kollywood, le cinéma Tamoul, ont produit individuellement plus de films que Bollywood sur l'année 2023. En essayant de contrôler Bollywood et d'imposer l'Hindutva pour préserver l'identité indienne, il se pourrait bien que Modi et le BJP finissent par complètement étouffer le cinéma hindi. Après, moi, je veux pas non plus idéaliser les cinémas du Sud. Tu vois, moi, j'ai vu Indian 2, Indian 2, par exemple, et c'est effroyablement réactionnaire, vulgaire, grotesque aussi, avec plein de choses ratées, alors que c'est un réalisateur, Shankar, moi que j'aime beaucoup. Le cinéma du Sud n'est pas à l'abri de se faire complètement contaminé par ces mauvais codes-là. Voilà. Mais il permet de garder espoir tout de même, parce qu'il y a quand même des choses formidables qui se font dans cette cinématographie-là. Enfin bref...